Merci. Merci à vous, Monsieur le Président, cher Philippe, pour ces propos introductifs. Et puis merci à Gabriel Vitré pour ce formidable esprit de synthèse quand même, parce que effectivement, pouvoir résumer en peu de temps le travail intense qui a été le vôtre tout au long de l'année, je crois que c'est une performance qu'on peut saluer. Bonsoir à chacune et à chacun. Je suis ravie d'être, j'allais dire, à nouveau parmi vous cette année, puisque c'est vrai que c'est devenu en quelque sorte un rendez-vous annuel, une habitude, et je crois pouvoir dire une bonne habitude que nous avons prise ensemble. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens partager ce temps avec vous. D'abord parce que je suis absolument convaincue que le travail que vous menez, prospectif, sensible, collectif, est absolument indispensable pour la métropole nantaise et donc pour la présidente de la métropole. Je crois que ce travail est rendu d'autant plus indispensable dans un monde, nous constatons chacun chaque jour, qui est quand même marqué par l'immédiateté, par parfois le règne du court terme, et avoir des lieux qui ont cette faculté pas si fréquente à conjuguer le temps long, le choix de la réflexion prospective et en même temps un rapport que vous avez rappelé qui s'est développé sur le lien au quotidien, à la vie de tous les jours, à la dimension sensible des choses aussi, eh bien c'est évidemment quelque chose qui rejoint la particularité de la fonction de maire et de présidente d'une grande métropole. Quand on est maire d'une grande ville, présidente d'une grande métropole, je peux vous garantir qu'on a à la fois les deux pieds dans le quotidien, chaque jour, tous les jours, sans exception, et en même temps la responsabilité de proposer un cap, une vision. Si je devais le résumer en un mot, je dirais pas de pensée sans action, mais pas non plus d'action sans pensée. Et c'est aussi comme ça que je conçois ce moment de partage avec vous, ce moment d'échange, c'est de pouvoir ensemble avancer sur cette double dimension. Alors le travail que vous avez effectué cette année a été rappelé, la contribution du Conseil à tout le travail autour du programme local de l'habitat, ce qui a été pour nous un sujet évidemment majeur. Mais je pense aussi à votre contribution sur le grand débat longévité, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis sur davantage dans la dernière partie de vos travaux, ce que vous avez commencé à faire émerger sur les questions de santé. Je veux en préalable vous en remercier parce que je crois qu'il y a là des enjeux absolument indispensables pour la métropole d'aujourd'hui et de demain. Je vais terminer ce premier propos en soulignant en effet le travail que vous avez mené avec les jeunes du service civique. J'évoquais tout à l'heure un peu ce règne de l'immédiateté dans la société, d'ultra-médiatisation, d'ultra-communication dans laquelle on est. Et je trouve que ce travail intergénérationnel que vous avez mené a cette vertu aussi de faire la pédagogie de l'information. Si on veut que chacun puisse avoir la liberté d'exercer son rôle de citoyen, et je sais que le Conseil est à raison attaché à cette question de la citoyenneté active, encore faut-il que la société collectivement se donne les moyens d'une forme de démocratie bien mature et en même temps bien vivante, et donc de se méfier des logiques d'infobésité, comme on dit maintenant, de fake news, et que le sujet de la qualité de l'information pour aller vers la qualité de la réflexion et in fine la qualité de la décision est absolument indispensable. Je trouve qu'il plus est que le fait que vous ayez pu mener ce travail avec le service civique dans la durée donne aussi des points de référence, des évolutions de notre société qui sur certains sujets sont de plus en plus rapides, qui me paraît tout à fait intéressant. Alors, puisque j'évoque ces évolutions de la société, une des raisons majeures, je crois, pour laquelle nous avons besoin, pour laquelle j'ai besoin et envie du regard du Conseil de développement dans les inflexions que vous avez su impulser, c'est notamment parce que, en effet, nous sommes traversés par des transitions au pluriel qui doivent, je crois, nous amener en permanence à avoir l'humilité de nous réinterroger sur le bon niveau de réponse. Ces transitions, elles sont pour certaines connues, pour d'autres moins. La première, c'est évidemment la transition écologique. Vous évoquiez tout à l'heure la question des jeunes. Je voudrais juste partager avec vous une anecdote. Il y a 2 mois de ça, je reçois un groupe de 80 étudiants nantais au sens ville de Nantes, je le précise parce que ça va être important pour la suite. Et puis, je leur demande, dans la file de la discussion, qui a son permis de conduire. À ma grande surprise, 80% n'ont pas leur permis,
Alors je les provoque un peu gentiment et je leur dis, bah alors, vous n'avez pas envie d'un peu d'autonomie, d'un peu d'émancipation? Et ils me regardent en me disant, bah alors cette question elle est complètement old school. Alors là, j'ai vu que j'avais 40 ans la semaine d'avant, hein, et que je ne faisais plus partie à l'évidence totalement de cette génération. Et il m'explique que quand on habite à Nantes, donc ville, qu'on a 19 ans aujourd'hui, eh bien son sujet de mobilité, c'est le biclou, c'est la marche à pied, c'est les transports en commun, et quand on doit aller plus loin, c'est le covoiturage. J'indique ce sujet parce que dans le même temps, 15 jours après, à peu près, j'avais un dîner avec des chefs d'entreprise. On faisait le point sur les questions de mobilité. Je les évoque puisque quand on parle de la métropole, on parle des liens avec la question de la mobilité. Vous le savez parfaitement, est centrale. Et dans ce dîner, j'ai un chef d'entreprise à ma droite, on n'y voyait aucune connotation politique, c'était la disposition physique, qui me dit oui, vous devriez développer encore davantage des trottinettes. Moi j'ai mon entreprise sur l'île de Nantes et je ne comprends pas pourquoi Nantes n'est pas plus à l'offensive sur les trottinettes. Puis à ma gauche, j'ai un autre chef d'entreprise qui lui a une boîte de logistique et qui me dit bon maintenant ça va, faut arrêter avec vos trucs de bobo là, on n'en peut plus de vos réflexions complètement déconnectées. Moi mes gars, ils font de la logistique urbaine, ils habitent en 3e couronne et donc leur question c'est combien de temps ils mettent pour aller travailler. J'évoque ces deux discussions, et avec les jeunes et avec la diversité de ces chefs d'entreprise, parce que je crois que cette question illustre un des points que vous avez évoqué, Philippe, et qui me paraît sans doute le point majeur des défis de notre société à Nantes comme en France. C'est celui de la fragmentation. Véritablement, dans ce pays, monte la fragmentation. Et moi, je crois que dans cette situation, ce qui est sans doute le premier rôle du politique, c'est de continuer à proposer des chemins qui rassemblent, qui posent des options, évidemment, qui assument des partis pris, évidemment, mais des chemins qui rassemblent. Et cette question des mobilités est, je trouve, tout à fait illustratrice de cela. Donc oui, le défi écologique, il est premier, il est devenu absolument majeur, toutes les études le prouvent. Je crois qu'il y a dans la société, sur ces sujets, une montée structurelle. Et c'est tant mieux, quand la jeunesse nous dit que ce n'est plus le moment des mots, c'est le moment des actes, on pourra y revenir dans les échanges. Je crois que c'est une des grandes avancées de ce mandat, d'avoir mis la métropole nantaise en quelque sorte en orbite écologique. À la fois sur des choix stratégiques, sur la planification, j'utilise le mot à dessein de ce que sera la métropole à 10 ans, dans le choix des équipes retenues. Je prends juste un exemple, c'est par exemple la première fois que sur le projet de l'île de Nantes, les clés du projet sont confiées à une paysagiste, même si le groupement est pluridisciplinaire, ça dit aussi quelque chose de notre volonté d'avancer sur ces sujets, mais plus globalement d'en faire une grille transversale de nos politiques publiques. Quand on évoque la question des transitions, transition écologique donc, transition économique aussi, transition démographique, et je voudrais vraiment vous remercier d'avoir contribué à nos côtés à l'élaboration de ce grand débat sur la longévité. Parce que cette transition-là, elle est beaucoup moins médiatique, elle est beaucoup moins connue, elle est beaucoup moins partagée. Et pourtant, elle va être déterminante dans les enjeux de la société, de toute la société sur lesquels nous avons à avancer. Je voudrais vraiment saluer à la fois le travail que vous avez fait sur le volet logement du PLH, et notamment sur la question du logement des aînés, et puis la manière dont, dans le grand débat, vous avez fait le choix à la fois de produire 2 cahiers d'acteurs, mais aussi de nous aider avec, en amont, Gabriel Vitré l'a rappelé, cette organisation de 3 conférences avec un sociologue pour aider à penser le sujet. Et j'insiste sur cette question parce que je crois que c'est aussi la plus-value du Conseil de développement. Contribuer aussi, finalement, à la méthodologie du dialogue citoyen. Moi, je crois que ces sujets ne s'improvisent pas. Je suis, et depuis longtemps, c'est ma formation initiale, ce sont mes premières années de vie professionnelle, et je crois qu'on n'oublie jamais ces premières années de vie professionnelle, une convaincue de l'enrichissement réciproque entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Philippe a repris tout à l'heure cette belle formule de Rosan Vallon sur la démocratie en continu, qui dit très bien aujourd'hui pourquoi un certain nombre de citoyens ont l'impression que la démocratie représentative est presque devenue une représentation privative, comme si le fait de s'exprimer simplement au moment des échéances électorales était insuffisant par rapport à l'envie d'expression et de contribution.
Je crois que sur ce sujet, les attentes d'intelligence collective, qui nécessitent à la fois de reconnaître l'expertise d'usage, mais aussi l'expertise d'analyse des citoyens, et en même temps, eh bien, de se dire que c'était que dans la production collective qu'on peut s'approcher de l'intérêt général, c'est véritablement un des apports du Conseil de développement sur tous les sujets qui nous concernent aujourd'hui, et notamment parce que face à ces grandes transitions que j'évoquais à l'instant, je suis persuadée qu'une partie des réponses s'invente aussi et peut-être même d'abord dans nos territoires. Bien sûr, on a besoin d'un État fort, bien sûr, on a besoin d'un État stratège, bien sûr, on a besoin d'une vision européenne, bien sûr, les réponses locales, ce ne sont pas des réponses qui s'enferment dans le local, elles doivent résonner au national, elles doivent résonner à l'Europe, mais je crois, par expérience aujourd'hui, que la capacité d'agilité, d'imagination dans nos territoires et dans tous nos territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, j'y reviendrai, est extrêmement forte. C'est aussi la raison de l'importance du rôle d'un conseil de développement. Parce que c'est bien cet ancrage dans un territoire, cette capacité à mettre autour de la table des acteurs divers qui vous a donné aussi cette force et cette pertinence dans les propositions que vous avez pu évoquer. Et vous l'avez fait autour d'enjeux où souvent la question du modèle finalement de développement de la métropole est interrogée. C'est une des choses qui m'a beaucoup frappée en lisant avec grande attention vos travaux. Je crois que c'est absolument crucial pour nous. Parce que derrière cette question, c'est celle des équilibres. Des équilibres au pluriel. Des équilibres naturels, les équilibres de nos écosystèmes. J'évoquais tout à l'heure l'importance de la transition écologique. Des équilibres territoriaux, comment aujourd'hui on arrête d'opposer les territoires urbains, périurbains, ruraux. C'est la position que je défends, j'y reviendrai, sur cette question de l'alliance des territoires et du rôle particulier que la métropole doit jouer dans ce domaine. C'est la question des équilibres sociaux. Et une des raisons qui me fait refuser farouchement cette théorie inexacte qui dit que toutes les grandes villes sont riches et que tous les territoires ruraux sont pauvres, c'est oublier que jusqu'à preuve du contraire, dans ce pays, toutes les grandes poches de précarité, elles sont aussi dans nos quartiers populaires et donc elles sont aussi à l'intérieur des métropoles. Et donc dire ça, c'est méconnaître la réalité de la pauvreté qui peut exister dans les métropoles, et c'est méconnaître aussi la capacité de nombre de territoires ruraux à être innovants, créatifs, intelligents, pertinents et totalement mobilisés tous les sujets de transition que j'évoquais tout à l'heure. Et puis enfin, la dernière dimension des équilibres qui me paraît intéressant dans ce que vous allez chercher en transversal dans vos différents travaux, et ça c'est la part, j'allais dire, plus sensible de vos travaux, et je l'ai trouvée particulièrement présente et intéressante, c'est aussi les équilibres de vie, les équilibres personnels. Dans les mutations, on peut aussi évoquer les mutations du travail. Et quand on évoque les mutations du travail, on évoque aussi ces questions d'équilibre entre vie familiale, vie professionnelle, et là aussi, la manière dont les choses peuvent évoluer dans le temps. Alors, quand vous avez interrogé cette question, finalement, de quel modèle de développement pour la métropole, à travers les différentes contributions que vous avez pu faire, à travers les alertes aussi que vous avez pu porter, parce que je crois qu'une des forces du Conseil de développement, c'est aussi sa liberté de ton, d'interpellation, qui doit apporter parfois un regard décalé. Vous avez été touché certaines des questions les plus sensibles qui font notre actualité aujourd'hui. J'en prends une. La question de la densité. Qui, engagé ici, n'a jamais entendu ce débat? Gabriel Vitré rappelait tout à l'heure que, évidemment, que dans une métropole qui est dynamique et où on veut que nos enfants et nos petits-enfants veulent pouvoir se loger, la question de l'ambition du logement est importante. Nos objectifs sont clairs, 6 000 logements par an, 2 000 logements sociaux. Et je crois que là aussi, il y a un travail de partage à faire. Puis un travail, j'allais presque dire, d'honnêteté intellectuelle. On ne peut pas être pour la transition écologique et pour l'étalement urbain. Ça ne marche pas. Et donc, quand on est pour la transition écologique et donc contre l'étalement urbain, on a la responsabilité de faire la démonstration, mais faire la preuve par l'action, que l'étalement urbain, il est d'abord inefficace écologiquement, bien souvent injuste socialement, parce qu'alors ce sont les plus modestes qui doivent aller non pas par choix, mais par obligation, habiter plus loin, que le trajet domicile-travail, le pouvoir d'achat amène des vraies difficultés. Et puis on ne peut pas être pour l'attention au pouvoir d'achat des ménages et refuser de voir que construire du logement, c'est aussi participer à la régulation de l'offre et de la demande, et donc éviter l'envolée des prix du logement.
Donc ça, c'est la bataille des idées qui doit être menée. L'exigence intellectuelle, le refus de céder à la facilité ou à ce qui serait à un moment donné populaire, y compris d'un point de vue électoral. Et dans le même temps, vous nous avez dit, et j'ai lu avec beaucoup d'attention une formule dans laquelle vous nous invitez à construire la métropole à hauteur d'habitants. J'ai beaucoup aimé cette expression, parce qu'elle met un peu d'humain dans des logiques qui peuvent parfois sembler un peu lointaines ou techniques. Construire la ville à hauteur d'habitants, c'est essayer de bien comprendre ce que nous disent les citoyens quand ils nous disent « finalement, on veut une ville qui respire ». Moi, je crois qu'une ville qui respire, c'est pas une ville où il n'y a pas de logement. C'est une ville dans laquelle on se dit deux choses. À quel endroit on construit du logement? Comment on le construit? Pourquoi on le construit? Quel sens ça a? Et je voudrais juste évoquer ici, puis on pourrait revenir dans les échanges, deux inflexions majeures, deux décisions structurantes que j'ai prises avec mon équipe et qui, à terme, à 2 ans, à 4 ans, à 6 ans, vont modifier profondément le visage de la métropole et de la ville de Nantes sur ce sujet. La première, c'est le coefficient nature en ville. Nous avons voté, et j'indique qu'aucun maire de la métropole n'a voté contre ce sujet. Il y a eu une abstention, c'est suffisamment rare pour être souligné. L'instauration d'un coefficient nature en ville. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. D'un coefficient dit biotope. Concrètement, qu'est-ce qu'on dit? On dit, à partir d'aujourd'hui à Nantes, quand vous construisez sur une parcelle, vous êtes obligé de dédier une part de cette parcelle à de la nature en ville. C'est un petit jardin, c'est un patio, c'est un mur végétalisé. Est-ce que ça va changer la donne, là tout de suite, maintenant, à 3 mois? Non, ce serait pas sérieux de le dire. Par contre, à 2 ans, à 4 ans, à 6 ans, oui, je crois que ça modifiera profondément le visage de la métropole. Le deuxième exemple, il concerne strictement la ville de Nantes. Interpellé par ce regard, par ces questionnements, on a regardé là où il y avait le plus de difficultés d'acceptabilité, comme on dit, des citoyens. Personnellement, je n'aime pas beaucoup ce mot. Parce que qui dit acceptabilité partirait quasiment du prérequis que si c'est pas accepté, c'est peut-être que les citoyens n'ont pas bien compris. Je crois qu'on doit renverser la charge de la preuve. S'il n'y a pas acceptabilité d'un projet, alors ce projet doit aussi pouvoir être revisité pour chercher pourquoi il n'y a pas acceptabilité. Ce qu'on a vu, c'est que globalement, on n'a quasiment jamais de difficulté dans nos zones d'aménagement concerté, ce qu'on appelle les ZAC. Dans les ZAC, on construit bien, c'est qualitatif, il y a une proposition urbaine de qualité paysagère. Là où on a des difficultés, parfois c'est dans le diffus. Avec un exemple que tout le monde a entendu rencontrer un jour dans une réunion de famille, j'en suis sûre. Un couple de propriétaires, des personnes âgées, qui reçoivent la visite 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois d'un promoteur, qui finissent par vendre, et là, un immeuble de 8 étages est construit. Alors on a pris une décision pour la ville de Nantes, c'est de maintenir notre ambition sur le logement, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, notre engagement écologique, notre engagement social, le droit au logement, que pour élever dignement sa famille, eh bien ça fait partie de ce parcours, mais nous avons dit que dans le diffus, nous nous donnions un objectif de baisse de 40%. J'évoque ces sujets parce que c'est aussi la finesse des interpellations ou du travail comme celui qui a été le vôtre sur cette part du regard des citoyens sur ces sujets qui nous permet, je crois, d'avancer aujourd'hui de manière importante sur ces grandes questions. Pour terminer, et pour ne pas être trop longue et laisser un maximum de temps aux échanges, parce que je crois que c'est l'objectif, je voudrais vous dire comment, derrière cette question d'un modèle de développement plus qualitatif, plus équilibré, plus sobre, et qui assume en même temps son statut de capitale régionale et de métropole du Grand Ouest, je considère qu'on ne peut plus penser le projet de la métropole nantaise sans le penser en interaction avec les territoires périurbains et ruraux qui nous environnent. Moi, je crois à ce modèle que j'ai qualifié d'une autre métropole. D'une métropole qui se développe sans écraser. D'une métropole qui se développe en synergie avec les territoires périurbains et ruraux qui nous environnent. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais décliné, par exemple, la proposition de l'État de cette fusion des compétences métropole et département, parce que je considérais que ce n'était pas le sens de l'avenir, parce que je considérais que ça n'allait pas nous amener l'agilité dont nous avons besoin, parce que je considérais que ça n'allait pas nous amener la complémentarité dont nous avons besoin aujourd'hui.
Alors cette autre métropole, on la trouve à la fois dans les grands projets, mais aussi dans les projets du quotidien. Dans les grands projets, c'est l'inflexion que j'ai voulu donner dans ce mandat sur des sujets majeurs et notamment sur la transition écologique. Je prendrai deux exemples. Le mine, transfert du mine, deuxième mine en France après Energis, une opération extrêmement importante. 25 000 visiteurs le jour de l'inauguration, c'est-à-dire si ce sujet intéresse les habitants, d'aller voir le ventre de Nantes, comme il a parfois été appelé, eh bien, la décision d'inflexion que j'ai prise, c'est d'y installer sur le toit la plus grande centrale photovoltaïque de l'Ouest. Deuxième exemple, la gare, qui était décidée. Inflexion, là aussi, en cohérence avec cet engagement sur la transition écologique. Et on commence à la voir aujourd'hui, elle commence à être visible, c'est ce lien avec le Jardin des Plantes. Cette forme de rêve, parce qu'on croit que dans le monde d'aujourd'hui, il faut aussi cette part assumée de rêve. Eh bien, notre rêve, à nous, c'était que le Jardin des Plantes devienne en quelque sorte le gigantesque hall d'attente à ciel ouvert de la gare. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous balader dans ce coin-là récemment. On commence à voir les voies de tramway engazonnées. On commence en effet à redécouvrir l'eau et le canal Saint-Félix. On commence à voir ce Jardin des Plantes qui sort de son jardin et puis qui arrive vers la Loire. Donc l'autre métropole, cette métropole qui à la fois résonne en synergie avec les territoires voisins, cette métropole verte et bleue qui assume cet engagement sur la transition écologique, on le voit à travers des grands projets. Mais on le voit aussi au travers des projets du quotidien. Et pour moi, cette dimension, elle est absolument essentielle. Vous êtes revenu dans vos travaux sur ces sujets qui font la vie de tous les jours. Les transports, l'eau, l'énergie. Et je crois que ça a été une des forces des grands débats citoyens, de partir du quotidien des habitants, de partir de la manière dont eux avaient envie d'avancer sur ce sujet. Alors on pourra revenir, si vous voulez, dans les échanges sur cette question de la métropole nature qui a été évoquée tout à l'heure. Elle a été pensée à partir du quotidien des habitants. Je prendrai juste un exemple. L'idée de l'étoile verte. Cette idée de mettre en réseau les grands parcs et les grands jardins nantais, qui est un projet à 10 ans, à 15 ans, on fera les choses petit à petit, par étapes. Elle part du regard d'habitants, qui disent aujourd'hui il y a un manque de continuité, il y a un manque de signalétique, pour nous permettre de bénéficier totalement du potentiel dont dispose notre métropole. Enfin, dans vos derniers travaux, vous avez évoqué des sujets qui étaient peu pris en compte par les collectivités. Un qui a commencé à l'être dans ce mandat, et un dont je souhaite que nous nous saisissions pleinement demain. L'alimentation et la santé. Pourquoi d'abord je souhaite que nous nous en saisissions pleinement demain? D'abord parce que ce sont des enjeux à la fois totalement individuels. Prenons la santé, il n'y a pas grand-chose de plus intime, de plus précieux, parfois de plus fragile, et en même temps d'éminemment collectif. La réponse, la réflexion, elle ne peut être que dans la structuration collective de l'offre. La deuxième raison, c'est que moi je veux un contrat social et écologique et que les deux aillent ensemble. Je crois à la transition écologique, mais je crois à la transition écologique du plus grand nombre. Et je pense que quand on parle alimentation, quand on parle santé, on parle à toutes les générations, on parle à toutes les catégories socio-professionnelles sans exclusive. C'est la raison pour laquelle je veux que nous investissions ces sujets et c'est la raison pour laquelle j'ai regardé vos travaux avec grande attention. Alors je ne reviens pas sur l'alimentation, on a avancé sur des choses dans ce mandat. C'est le projet alimentaire de territoire, c'est la question du transfert du mine. J'évoquais l'Alliance des territoires, c'est le contrat de réciprocité que j'ai signé avec le Pays de Ré, notamment sur le sujet de l'alimentation. Je vais plutôt partager avec vous deux résultats de la grande enquête qui avait été menée par Laurent auprès des ménages de la métropole sur l'alimentation. La première chose qui m'avait interpellée, c'est que depuis 12 ans, c'est l'enquête qui a obtenu le plus de réponses d'habitants. De mémoire, plus de 80%. C'est très rare que dans une enquête, il y ait 80% de taux d'acceptation de répondre. Le deuxième chiffre, c'est que 60% des ménages disaient pourquoi ils étaient prêts à faire évoluer leur alimentation. Et puis le troisième, et vous comprendrez que pour moi il est important, c'est que 25% des ménages de la métropole disaient consacrer moins de 25 € de budget par semaine parce qu'ils étaient contraints à cela, à la question alimentaire. Alors quand on a ces données, on se dit qu'effectivement le travail, les travaux que vous menez sur ces sujets, les interpellations qui peuvent être les vôtres sont importants. Le deuxième, je l'ai évoqué, c'est la santé.
En effet, j'ai regardé avec grand intérêt votre projet, votre esquisse, votre intention de schéma métropolitain en santé. D'abord parce que je crois qu'il y a un paradoxe historique aujourd'hui en France sur ce sujet. Quand il y a eu, il y a quelques années, les lois MAPAM et les lois NOTRe, nos collectivités, nos associations d'élus, toutes sensibilités politiques confondues, se sont battues, et parfois vivement battues, les unes pour avoir l'économie, les autres pour récupérer le tourisme. L'absence totale de ces débats parlementaires a été la santé. Comme si la santé n'était pas un sujet pour les territoires. Mais alors, mesdames, messieurs, nous avons un problème. Prenons simplement deux sujets qui montent. Le vieillissement de la population, je l'ai évoqué, et la montée de l'ambulatoire dans les soins, qui est une perspective à long terme sur les questions de santé. Quand on a ces deux éléments en tête, s'il n'y a pas des endroits où on réfléchit à l'articulation entre la médecine de ville et l'hôpital, s'il n'y a pas des endroits où on cherche qu'est-ce qui se passe en amont et qu'est-ce qui se passe en aval, dans un moment où les agences régionales de santé débloquent beaucoup moins de crédits qu'elles ne le faisaient auparavant, par exemple pour des établissements de soins de suite ou d'EHPAD, alors il manque un maillon dans la réflexion. La ville de Nantes a un historique assez fort sur ce sujet, puisqu'on fait partie des 12 villes en France à avoir fait le choix de garder un service de santé scolaire. C'est ce qui nous permet, par exemple, de proposer aux enfants en grande section et en CE2 un bilan. Je crois que ce sujet a évolué, ce sujet s'est élargi. C'est la question de la santé environnementale. Et en effet, aujourd'hui, il y a un contrat local de santé à l'échelle municipale. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie demain d'interroger ce sujet à l'échelle métropolitaine. En tout cas, je confirme que je lirai vos propositions sur ce sujet avec la plus grande attention, parce qu'il y a là des enjeux d'équilibre, tels que je les évoquais tout à l'heure au début de mon propos. Donc merci de nous inviter à réfléchir sur ce thème qui, au-delà du grand projet du CHU, on pourra y revenir dans les échanges. Je ne veux pas oublier que la dernière fois, déjà, un certain nombre d'entre vous étaient très intéressés au sujet, donc le dialogue est là aussi, comme toujours, ouvert, mais je crois que la question, elle va bien au-delà. La question, c'est notre projet de maison de santé à Bellevue et Nantes-Nord. La question, c'est celle du lien entre l'alimentation et la santé. La question, c'est celle des enjeux de la santé environnementale aujourd'hui. La question, c'est celle de la prise en compte de la transition démographique sur ces sujets. Bref, je m'arrête là parce que ça vaudrait une soirée d'échange à part entière. Merci en tout cas vraiment pour la qualité des travaux, pour cette capacité aussi à être force de proposition et puis à avoir passé sur certains sujets une étape supplémentaire. Je cite cette dernière proposition que vous avez faite et qui a retenu mon attention, puisque sur ces enjeux de modèle de développement qualitatif de la métropole que j'évoquais tout à l'heure, vous avez suggéré, à l'instar de ce qu'on a fait sur la Loire, avec la mise en place de cette conférence permanente des citoyens pour regarder le suivi des actions sur la Loire, et le week-end et les derniers jours qu'on a passé et partagé montrent à quel point cette intuition que le temps était venu, que Nantes renoue avec la Loire, a à l'évidence rencontré l'appétence des Nantais et des habitants de la métropole. Eh bien, vous nous proposez cette mise en place d'une conférence permanente pour regarder ces questions d'aménagement équilibré de la métropole. Si on conjugue ça avec votre suggestion de le faire à hauteur d'habitants, à regard d'habitants, je trouve qu'il y a là vraiment une piste à explorer. Merci. Et puis je vous invite à venir assister et participer, fort de ces acquis, au colloque que nous organiserons dans le cadre du pôle métropolitain Loire-Bretagne. Vous savez, c'est cette mise en réseau Nantes, Rennes, Brest, Angers, Saint-Nazaire, qui aura lieu le 18 juin, cette fois à Rennes, puisque la dernière fois c'était à Nantes, qui sera aussi l'occasion de parler de tous ces sujets qui nous réunissent. Merci. Je profite de cette transition, mais qui est très courte, contrairement à d'autres, pour inviter ceux qui n'ont pas encore de siège à venir en chercher. Il y en a sur la partie droite, la droite par rapport à nous, c'est mon tribune. Il y a encore quelques sièges de... Voilà, la parole vous est maintenant allouée. Alors, Michel Jouvet, membre du Conseil de... J'avais prévu, Madame la Présidente, de vous interroger au nom du groupe qui a travaillé sur cette contribution, la métropole de la santé. Mais mon questionnement est inutile, puisque vous avez souligné l'intérêt porté à nos propositions.
pour penser à l'échelle métropolitaine, les contrats de santé, les maisons de santé, l'ambulatoire. Vous avez montré votre détermination à faire avancer ce projet. J'espère que dans les prochains mois, cela sera une réalité. Donc, je vais changer mon questionnement sur une autre question que vous avez abordée, qui est quelque part le modèle métropolitain, pour attirer votre attention sur le fait que pour beaucoup d'habitants, la métropole, c'est loin. C'est loin et quelque part, nous avons proposé de changer de regard sur les pôles de proximité pour rapprocher les débats sur les politiques publiques, pourquoi pas les débats citoyens, au niveau des pôles de proximité. Ça se fait aussi de manière concrète, de faire travailler plus ensemble les communes, leurs maires, au niveau des pôles de proximité, parce que malheureusement, trop souvent, c'est l'échelle communale qui prédomine. Donc, seriez-vous prête à poursuivre cette réflexion sur le rôle des pôles de proximité pour en faire non pas une échelle de mutualisation de compétences, mais en faire une échelle de débat territorial avec les citoyens et avec l'implication des équipes municipales? Une forme de relais démocratique, si on veut. Je veux bien répondre sur deux choses là-dessus. La première, une proposition tout à fait concrète. Moi, je propose que celles et ceux qui, au sein du Conseil de développement, ont travaillé sur ce sujet, puissent être reçus par Fabrice Roussel. Puisque Fabrice Roussel, en tant que premier vice-président en charge du dialogue citoyen et de la proximité, mène aujourd'hui une réflexion que nous avons proposée aux maires pour dire tirons le bilan de ce mandat sur ces sujets de proximité et regardons, dans cette logique d'amélioration continue qui est la nôtre, comment on peut avancer. Donc je trouve que ce serait tout à fait opportun, puisqu'on va engager cette réflexion, que vous puissiez être reçus et avancer sur ce sujet. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je crois que notre enjeu collectif, c'est de pouvoir cultiver les échelles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a à la fois besoin de cette échelle de la plus grande proximité, mais on a aussi besoin de projets qui dépassent la somme des proximités. Parce que le fait métropolitain, c'est aussi cela. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis choquée quand j'entends ici ou là, heureusement plus beaucoup, que quand on fait la gare de Nantes, on l'a fait pour les Nantais. Quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on est revenu 25 ans en arrière. Ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est qu'on a besoin à la fois de projets qui rassemblent, qui projettent, et que le rôle de la centralité, le rôle de la capitale régionale, le rôle de la métropole du Grand Ouest, c'est d'assumer cette fonction de centralité. Et quand on porte le nouveau CHU, quand on porte le projet de gare, on assume cette fonction de centralité qui a vocation à être à disposition de l'ensemble des habitants du territoire. Donc moi je crois à la conjugaison des échelles, je crois à celle de l'ultra-proximité. Et quand vous évoquiez que la métropole était parfois perçue, quel était votre mot, lointaine. Vous savez, ça a été un de nos défis quand on a lancé le grand débat sur la longévité. Je vois certaines des équipes qui sont dans la salle, je les salue. Nos collègues, mes homologues de d'autres métropoles ont été surpris, ils m'ont dit mais métropole d'abord, ça ne fait pas souvent des débats citoyens, hein, c'est quand même une innovation nantaise, et puis quand ça en fait sur ce qu'on appelle du hard, ça en fait sur le logement, ça en fait sur des transports en commun, éventuellement. Et là, on a fait le choix de faire un débat sur l'humain, et en plus sur le vieillissement. Une des premières choses qu'on m'a dit, regardez, pour vous, c'est pas la peine de l'évoquer au-delà, c'est alors, ça va pas être très glamour, hein. Vous allez faire un débat sur les vieux. Je l'ai entendu. Les plus jeunes m'ont dit ça va pas être bankable, c'est pas rentable un débat sur les vieux. Eh bien moi, je revendique que ce sujet était justement une manière de dire la métropole, elle s'occupe aussi de l'humain. La métropole, elle s'intéresse aussi aux sensibles. Et ce sujet, qui est un vrai sujet de société, si on ne l'appréhende pas collectivement, alors il y a plein de choses qu'on laissera de côté. Oui, Véronique. Oui. Bonjour, Madame la Présidente, bonjour. Véronique Gratas, membre du Conseil et investie dans le groupe santé. Dans le cadre de nos travaux, nous avons souligné le développement des thérapies et des médecines complémentaires. Et ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que pour une ville comme Nantes, il serait vraiment intéressant de la doter d'un espace public d'information sur l'ensemble des médecines complémentaires et conventionnelles, un espace de diffusion et de conseil sur les choix,
relatifs à ces médecines et de débats publics sur des sujets d'importance comme la santé numérique, la démocratie sanitaire, voilà, tout un tas de sujets d'actualité qui auraient besoin d'être mis en débat dans un espace dédié et repéré par les citoyens. Je partage, j'ajoute un sujet à la liste de ceux que vous venez d'évoquer. J'ai reçu la semaine dernière Philippe David, ancien président de la CME de Jules Verne, gynécologue, le fondateur de la Maison de la Naissance à Saint-Sébastien, qui ensuite a amené ce concept à Jules Verne. Je le dis puisque historiquement, pour ceux qui ne connaissent pas, la philosophie du projet de la Maison de la Naissance de Saint-Sébastien a été assez proche de ce registre où on part aussi du regard et de l'attente du patient. Et je crois que c'est important d'évoquer ça au sein d'un conseil de développement où on dit le regard du citoyen est important. Et il y a des écosystèmes où faire valoir le regard du citoyen, c'est plus ou moins facile. Et de la même manière, il a fallu quelques années pour que dans le domaine éducatif, alors je le dis d'autant plus facilement que je suis fille d'enseignante et mariée à un enseignant, je ne veux pas me soupçonner d'avoir des difficultés avec ce milieu, mais pendant longtemps, il y a eu dans l'éducation nationale un regard parfois scolarocentré, et où la place des parents dans l'école a été parfois difficile à prendre en compte. Et moi, je crois qu'il y a une bataille culturelle un peu de ce type dans le domaine de la santé. C'est quoi la place, le regard qu'on donne aux citoyens? C'est la raison pour laquelle je partage l'idée de la démocratie sanitaire, mais je ne suis pas sûre que le terme soit tout à fait approprié. Parce que je crains que quand on dit démocratie sanitaire, on résume ça à ce qui se passe à l'intérieur des établissements sanitaires et de santé. Alors que ce qu'on voit, et ce que vous avez dit d'ailleurs dans vos contributions, c'est qu'aujourd'hui la question de la santé, elle est bien plus transversale que ça. C'est les transports, c'est l'alimentation, c'est les établissements aussi, bien sûr, mais voilà. Donc moi je dis plutôt démocratie de la santé que démocratie sanitaire. C'est pas juste une question sémantique, c'est vraiment une question d'approche de la santé. Et donc j'évoquais cette rencontre avec Philippe David récemment, qui vient de présenter un projet qu'il a développé autour de la question du souffle, de l'art dramatique, de la culture et de la santé. Je ne vais pas raconter ici les détails, mais il explique comment le rapport au souffle, le rapport à l'art dramatique l'a, lui, accompagné dans sa pratique professionnelle et a fait évoluer sa pratique professionnelle. En effet, je crois que ce type de questions peuvent faire partie aujourd'hui d'une réflexion collective sur des sujets de santé. Oui. Oui. René Pavageau. Voilà, bonsoir, René Pavageau, je suis secrétaire du CDMCA, Conseil départemental métropolitain pour la citoyenneté et l'autonomie. Et siégeant une structure une instance de démocratie participative, on a souvent l'occasion de débattre de la vie du département, des habitants du département, mais aussi, surtout, souvent, de la métropole, et d'imaginer l'avenir, mais pas au travers du prisme des élus, qui souvent ont des contraintes auxquelles nous ne sommes pas confrontés, mais d'imaginer l'avenir immédiat et à plus long terme de la métropole. Et à travers les choix qui ont été faits, notamment par la métropole, de retenir le défi du vieillissement comme un sujet de réflexion, je crois que ça faisait preuve de beaucoup de perspicacité, parce qu'au-delà de l'image probablement du vieillissement qu'il faut essayer de gommer et de rendre plus attractif, plus moderne, notamment du fait de l'engagement des seniors dans la vie publique, je crois qu'au-delà de ce défi ont pu être abordées des questions de société. Moi, ce que je voudrais dire, c'est à vous, Madame la Présidente, mais aussi à l'ensemble des élus, c'est que les politiques publiques que vous menez, elles sont bien sûr pour l'aménagement de notre métropole, du cadre de vie, etc., mais elles sont aussi, surtout pour les habitants. Et je crois que le défi qui s'impose à tous, c'est de faire de la métropole d'aujourd'hui, mais aussi de demain surtout, une métropole inclusive de tous. Et toutes les politiques publiques qui sont menées, alors en matière de mobilité, mais aussi en matière de logement, elles peuvent à la fois avoir un aspect inclusif, mais aussi un aspect exclusif de certaines populations. Je crois que c'est important. Il faudrait presque, dans chaque décision de politique publique, qu'une étude d'impact justement sur ces domaines-là soit approchée. Je crois qu'une politique publique ne vaut que si elle concourt au bien-être des habitants de la métropole. Donc encore merci pour ce défi sur la longévité qui a permis, au-delà du défi du vieillissement, d'aborder bien d'autres questions et comment la ville est prête à relever ce défi. Comment la métropole.
a pas de questions, c'est un commentaire, donc oui, Michel Gélard. Oui. Michel Gélard, conseil de développement. J'ai une question, il y a un thème qui a été évoqué comme ça par Gabriel dans sa synthèse, mais que vous n'avez pas repris, qui est effectivement les travaux qu'on enchaîne sur la culture. Alors peut-être parce qu'effectivement il y a un tel héritage que les choses culturelles vont de soi à Nantes, hein, et c'est en grande partie le cas, mais il me semble que l'essentiel des équipements importants de la métropole sont dans la ville-centre, que l'essentiel des manifestations culturelles sont dans la ville-centre, même s'il y a quelques efforts qui sont faits depuis plusieurs années pour décentraliser un certain nombre de manifestations. Je pense à la folle journée, par exemple, où effectivement les organisateurs essaient d'irriguer un certain nombre de territoires. C'est aussi le cas en partie pour le voyage à Nantes, mais est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas développer encore plus la possibilité pour les Nantais de découvrir, au fond, les 23 autres communes de la métropole en organisant des manifestations, et notamment, je pense évidemment, pourquoi pas, et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, si un jour vous pensez nécessaire, utile, imaginable, que effectivement la culture fasse partie des compétences de la métropole. C'est une grande question. D'abord, je voudrais rappeler qu'au début du mandat, on a transféré un certain nombre d'équipements à la métropole. Je prends un exemple concret. Le Grand Musée d'Art de Nantes était un équipement ville de Nantes. Il est devenu un équipement métropolitain. Est-ce qu'en faisant cela, cela aurait éloigné le musée de la ville de Nantes ou des autres communes de la métropole? Je crois que c'est l'inverse qui s'est passé. Pourquoi? Je vois Michel Grissus, pardon, excuse-moi. Je vois Martine, le jeune, mais excuse Martine, qui est là, la maire de Bougnay, avec les maires. Quand on a décidé de transférer un certain nombre d'équipements culturels à la métropole, on a assorti ça d'une décision collective sur l'accessibilité de ces équipements. Et par exemple, nous avons décidé que le musée deviendrait gratuit pour tous les scolaires de la métropole. Et concrètement, ce sont des dizaines de milliers d'enfants de toutes nos communes qui ont pu avoir accès à la grande qualité de l'offre culturelle qui est proposée au musée. Ça, c'est la première chose que je voulais dire pour dire comment, à un moment donné, on utilise la puissance de la métropole au service du plus grand nombre, dans la plus grande proximité avec les communes et avec les acteurs des communes. Donc, ça, c'est le premier élément que je voulais évoquer. Le deuxième, vous avez à raison dit qu'il y avait un certain nombre d'événements qui avaient été davantage délocalisés ou territorialisés. Ce n'est pas tout à fait le coup du hasard, si vous me permettez cette expression. La folle journée, par exemple, qui démarre par 7 concerts simultanés dans les communes de la métropole, c'est une commande politique, je le dis comme tel, parce que c'était un choix stratégique qu'on avait partagé avec les maires. Et effectivement, l'équipe de la folle journée, René Martin, Joël Guérivin, s'est totalement saisie de cette demande, mais je le dis parce que ça veut dire que quand c'est une volonté, quand c'est un souhait, c'est possible. Nous avons exprimé très fortement cette volonté, les organisateurs s'en sont saisis, et je crois pouvoir dire qu'à chaque endroit où il y a eu concert simultané, ça a été extrêmement apprécié par l'ensemble des habitants. Ensuite, est-ce que la culture doit devenir une compétence métropolitaine? Je ne ferme pas la question définitivement, mais je vous dis intuitivement comme je le ressens. Intuitivement, pour moi, la réponse est non. Parce que, je vais vous parler très franchement, moi je revendique de monter sur la métropole, je revendique de mener sur la ville de Nantes, par contre, une politique culturelle qui est totalement cohérente avec les marqueurs politiques qui sont les miens. Je revendique de mener sur la ville de Nantes une politique culturelle de gauche. Est-ce que ça empêche de travailler avec l'ensemble des communes sur un certain nombre de projets communs? Non. Mais est-ce que chacun doit pouvoir garder la liberté de la vision politique qui est la sienne? Je crois que oui. Je vais vous donner un exemple. Au début du mandat,
On a voulu regarder si on pouvait aller plus loin sur l'intégration des réseaux de lecture, de bibliothèques et de médiathèques municipales. J'ai dit très bien, faisons sous le principe du volontariat et les maires qui le souhaitent, montons un groupe de travail pour regarder si on allait plus loin. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines de nos médiathèques ou de bibliothèques, quand on se place du point de vue de l'habitant, parfois, je vais prendre un exemple, quand vous habitez à Nantes, du côté du quartier de Bellevue, vous avez la Maison des Arts de Saint-Herblain qui est à 200 mètres. Et donc en tant que famille, vous avez envie de pouvoir aller aux deux endroits et c'est bien naturel. Et on s'est rendu compte, en faisant un diagnostic tous ensemble, qu'il y avait des politiques tarifaires par exemple, qui étaient extrêmement différentes. Ça veut dire qu'il y a deux options. Soit on est capable d'aller chercher des consensus et des compromis, en disant eh bien chacun fait une part du chemin, soit on dit bah non, là il n'y a pas matière à aller chercher un consensus parce qu'il y a des options différentes et chacune de ces options se respecte, mais ce n'est pas la même. Et c'est la raison pour laquelle je suis pour ma part réservée à ce que la culture devienne totalement une politique métropolitaine. Je pense qu'on a passé un cap dans le mandat en transférant les équipements culturels. Je pense qu'on pourrait aller au-delà. Je vais vous donner un exemple. On a sur la métropole une montée de l'appétence sur le théâtre amateur. C'est très net. C'est vrai dans de très nombreuses communes. On pourrait très bien imaginer que demain, on ait un schéma intercommunal ou métropolitain sur le théâtre amateur. Je crois que par sujet, comme ça, on pourrait se saisir de cette question. Je ne suis pas sûre que pour cela, on soit obligé que la question de la culture devienne totalement une compétence métropolitaine, parce que je crois qu'il y a des vrais choix d'options. Moi, je crois à une culture exigeante. Je crois qu'on n'est pas obligé de choisir entre l'exigence et la démocratisation de la culture. Je crois à la culture comme vecteur d'émancipation. Je crois que le politique n'a jamais à dire si une programmation culturelle est juste. Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur, par exemple, à ne jamais faire intrusion dans une programmation culturelle. Elle me plaît ou elle me déplaît. C'est le rôle de la culture. Et là, il peut y avoir ici ou là des options différentes. En tout cas, moi, je ne suis pas prête à transiger sur ce niveau d'exigence sur la liberté culturelle. Alors, oui, une question devant. Bonjour Madame la Présidente, donc Guillaume, membre du bureau de l'association nantaise Aménagement et Urbanisme. J'avais une question. Collez bien le micro. Donc Guillaume Solon, membre du bureau de l'association nantaise Aménagement et Urbanisme. En fait, j'avais une question et aussi des inquiétudes à vous faire partager. La question, c'était par rapport aux participations citoyennes et des jeunes aussi. Je voulais savoir en fait qu'est-ce qu'avait prévu la métropole pour améliorer la participation des citoyens et des jeunes. Parce que, en discutant avec mes jeunes amis, on se posait souvent la question à quel moment du processus d'un projet on prend réellement en compte les avis des citoyens. Quand on propose des projets, les projets sont déjà un peu aboutis. Je prends par exemple l'exemple des PLU et des SCOT. On a la conférence territoriale de l'action publique. La majorité des personnes, c'est des chambres consulaires, c'est des grandes personnes dans la vie économique et politique de la ville. Mais pourquoi pas solliciter l'avis, par exemple, des citoyens et des jeunes à cette phase de projet qui pourrait inclure l'avis et les idées des personnes qui vivent dans la ville, pour éviter par exemple des conflits, des projets comme on a vu par exemple pour l'hôpital des transferts sur l'île de Nantes, ou encore par exemple l'arbre Héron qui va s'implanter dans le quartier de Bas-Champigny. J'ai discuté avec Chiara Orifis et je lui ai en fait dit qu'il y avait quand même des habitants qui étaient un peu pas forcément pour le projet, ils avaient une peur de la gentrification, peur de quitter le quartier parce qu'ils ne pourront plus forcément y vivre avec le foncier qui va augmenter. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte. Et du coup, je me dis qu'aujourd'hui, il faut la place pour des jeunes ou des citoyens dans les concertations, dans les arènes de la ville, enfin, conseil municipal, conseil de développement. Je vois pas beaucoup de jeunes, donc je suis un peu interpellé. Il faudrait peut-être améliorer tout ça pour que... peut-être revoir la stratégie de faire partager les informations, parce que c'est dommage et à chaque fois on est toujours à se dire en fait on nous propose déjà quelque chose, de dialoguer sur quelque chose qui est déjà mis en place. Donc, voilà. Merci Guillaume. Alors, vous êtes cordialement invité au Conseil de développement. N'hésitez pas à venir. On va prendre peut-être une deuxième question et puis on va essayer, je suis désolé, mais on va essayer de raccourcir un peu pour donner la parole à le plus de monde possible. Jean-Pierre de Tourneux, je voudrais vous faire part de trois préoccupations de la Fédération des acteurs de la solidarité.
La première, c'est le logement d'abord. Ça pose un problème quantitatif, mais ça pose aussi un problème d'inclusion. La société inclusive, c'est un travail au niveau de faire accepter des gens différents dans différents lieux. Et là, c'est une question qui me préoccupe beaucoup, à la fois sur le plan quantitatif, où en est-on aujourd'hui, et puis sur un engagement sur la dimension inclusive. La deuxième question, c'est toujours dans les questions d'insertion. On note que un des problèmes de l'insertion par le travail est lié finalement aux difficultés de faire garder les enfants. Or, en fait, la garde des enfants, c'est finalement une compétence strictement ville. Or, en fait, on se rend compte que les personnes, à la fois sur leur lieu de travail et sur leur lieu d'hébergement, ne connaissent pas les limites de la ville. La deuxième question, et puis la troisième question, c'est, je dirais, où en est-on, quel projet, quelle perspective du côté à la fois de la question des migrants, mais qui est aussi la question de l'intégration des réfugiés. Je crois que c'est une question qu'il ne faut pas oublier. Bon, ça fait beaucoup de sujets, donc je vais vous laisser répondre à... Sur la première question de la participation des jeunes, peut-être d'abord partager un constat issu de mon expérience dans ce moment. Il y a des sujets où on n'a eu aucune difficulté à avoir des jeunes présents. Je vais prendre un exemple concret. Quand on a lancé le grand débat sur la transition énergétique, il y a plus de 43 000 personnes de mémoire qui ont participé à ce débat, et on avait mis en place ce qu'on avait appelé les communautés. On avait notamment mis en place une communauté qu'on appelait la communauté des défricheurs, qui faisait le pari d'initiative citoyenne, où vous lanciez un défi à vous-même, changer de mode de mobilité pendant les jours, et ensuite vous alliez convaincre vos voisins, vos amis, et cette émulation collective faisait accélération de la transition énergétique. Et bien là, pour les avoir rencontrés à plusieurs reprises, je crois pouvoir dire que le public était à 90% composé de jeunes. Ça, c'est la première chose qui me semble importante. C'est que la question du choix même des sujets qu'on met à concertation ou à discussion facilite ou pas. La deuxième chose, sur qu'est-ce qu'on met à la concertation et qu'est-ce qu'on n'y met pas, puisqu'il y avait ça aussi dans votre question. Moi, je voudrais juste rappeler deux principes qui semblent très importants pour la clarté des règles du jeu. La première, et c'est au cœur de l'articulation entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Autant moi je suis une férue de démocratie participative, autant j'assume de dire qu'on ne met pas tout à la concertation. Et que ce qui a été validé par le suffrage universel, je prends un exemple. 400 places en crèche dans ce mandat pour la ville de Nantes. Quand j'ai été élue, j'ai pas mis à la concertation la finalité qui était les 400 places en crèche. Parce que sinon, quid du suffrage universel? Quand on est candidat à une élection, on reçoit un mandat du suffrage universel. Ce suffrage universel valide un mandat. Et donc, c'est cette légitimité-là qui s'exerce. Par contre, pour trouver le chemin pour arriver à ces 400 places en crèche, alors oui, on a fait de la concertation. Est-ce que les habitants attendent plutôt des crèches ou plutôt des places en assistante maternelle? Est-ce que le problème il est quantitatif ou est-ce qu'il est qualitatif? Est-ce que c'est le parcours du combattant pour avoir l'information? Comment on travaille encore mieux ensemble, la ville et le département sur ces questions? Donc ça, c'est ma deuxième réponse. La clarté des règles du jeu, ça me paraît absolument indispensable. Puis la troisième, c'est que je crois, ça vaut particulièrement pour les jeunes, mais je crois que ça vaut pour tout le monde. Si on veut que les jeunes s'engagent, il faut qu'ils aient la garantie que leur parole elle compte. Parce que quand un jeune vient passer du temps dans une instance, qu'il accepte de prendre son temps, si à la suite de ça, il n'y a pas au moins la transparence sur le débouché, forcément la fois d'après sera moins sensible au fait de venir. Donc je pense que la qualité, la production et la prise en compte est aussi évidemment un élément absolument déterminant. Les questions de Jean-Pierre Le Tourneux. La dernière, c'est les migrants. Alors là, si vous avez 2h30, moi j'ai 3 choses. La première, je pense que cette question est d'abord européenne. Je le dis parce que je crois que si on n'avance pas à l'échelle européenne sur ce sujet, on n'avancera pas suffisamment. Moi, je suis personnellement, par exemple, pour un droit d'asile européen. Je suis aussi favorable à l'arrêt de ce qu'on appelle le système des Dublinés. Le système des Dublinés, je le dis en 2 mots, c'est quelqu'un qui arrive en Italie aujourd'hui, qui fait sa demande en Italie, qui n'a pas de réponse, qui ne sait pas donc où se poser, qui
qui arrive ensuite dans un autre pays. Il passe des mois à faire la queue à la préfecture, donc cela embolise l'ensemble du système, c'est sûrement pas de sa faute, et à la fin, quand il arrive au bureau, on dit « Désolé mon petit monsieur, mais système dédubliné, on ne peut pas étudier votre demande. » Tout le monde sait. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Tout le monde sait que c'est inefficace. Là, pour le coup, c'est une simple question de pragmatisme. Donc d'abord, pour moi, cette question, elle doit être pensée à l'échelle européenne. C'est une nécessité. 2, la France a un certain nombre de principes fondamentaux. Et moi, je crois que c'est important dans la période dans laquelle on est de rappeler un certain nombre de principes de la République. Et dans ces principes de la République française, il y a le droit d'asile. C'est extrêmement important, c'est au cœur de notre histoire. Un jour, un journaliste parisien me dit « Est-ce que vous êtes, vous qui êtes une farouche partisane de la décentralisation, est-ce que vous êtes pour la décentralisation des politiques migratoires ?» J'ai dit « Sûrement pas. Moi, sur la sécurité, sur l'éducation et sur les politiques migratoires, je suis une régalienne. Assumée. Parce que si on décentralisait ça, ça veut dire que demain, un maire Front National, je dis des choses comme je les pense, pourrait penser une politique migratoire. Et je crois qu'alors on s'éloignerait totalement du chemin qui est celui de la France, patrie des droits de l'homme et des valeurs républicaines qui ont consacré le droit d'asile. Pour finir sur la situation nantaise, si j'ai pris l'été dernier cette décision difficile de mettre à l'abri 700 personnes, c'était justement au nom du droit d'asile. Quand le directeur de l'OFPRA m'a dit que 95% de ces personnes étaient des demandeurs d'asile, ça ne veut pas dire que la France est tenue de leur accorder l'asile à la fin du processus, c'est pas ça ce que disent les textes. Ça veut dire par contre que l'État est tenu de le mettre à l'abri le temps que les démarches soient faites. Ça a sans doute été une des décisions les plus difficiles du mandat. Les plus difficiles parce que, d'abord administrativement, on n'était pas prêt, parce que pour le coup, c'est pas la compétence de la ville, et que ça s'improvise pas. Vous savez quel processus j'ai utilisé pour gérer la mise à l'abri des 700 personnes? Quelque chose qu'on appelle le plan communal de sauvegarde. Un certain nombre ici se souviennent certainement de cette histoire de nuages toxiques qu'il y avait eu. Je regarde Patrick Maréchal, je ne me rappelle plus l'année, mon cher Patrick et moi. En 87. 86 À la suite de cet épisode, la ville de Nantes s'est dotée d'un plan communal de sauvegarde pour se dire, quand il y a des situations compliquées comme ça, il faut qu'on puisse être réactif. Et donc, j'ai fait le choix d'activer ce plan communal de sauvegarde pour permettre la mise à l'abri de ces 700 personnes. Et je le dis parce que si je l'ai fait, c'était parce qu'à un moment, j'ai considéré que, au-delà des préconisations, au-delà des responsabilités juridiques, c'était ma responsabilité politique et citoyenne de le faire. Mais dans le même temps, si je n'avais pas eu une administration capable de répondre à ça, capable d'être réactive, capable d'être inventive, alors ça n'aurait pas été possible. Et de ces moments-là découlent aussi des choses assez étonnantes. Je vous donne juste un exemple. Le nombre de salariés de la ville et de la métropole que j'ai vu, qui s'étaient portés volontaires, parce qu'il y avait une partie, entre guillemets, de réquisition, puis une partie de volontariat, qui m'ont dit, me retrouver avec mon chef de service à distribuer des repas dans un gymnase, ça a changé le regard que j'avais sur le rôle de l'un et de l'autre, et réciproquement. C'est aussi cette capacité du service public à se réinventer, à ce qui se passe un certain nombre de choses. Enfin, et pour finir, cette question, elle se pose aujourd'hui dans toutes les grandes villes. Et je peux vous dire que tous les maires de France, toute sensibilité politique confondue, disent la politique d'asile dans ce pays doit être revue. Quand on parle autant de la transition écologique aujourd'hui, et qu'on a en tête que demain, il y aura plus de réfugiés climatiques que de réfugiés économiques. Alors si on croit que cette question est conjoncturelle, et qu'on peut se cacher derrière son petit doigt, attendre que ça passe et que ça va se résoudre tout seul, je crois, qu'on ne règle pas la situation, 2, on prend des risques du point de vue de la tranquillité publique, de la tenue des espaces publics, et, permettez-moi de le dire, on fait le lit des populistes quand on refuse de traiter ces questions sérieusement. J'en ai oublié tes 2 premières questions. Je prolonge juste sur cette question de l'asile pour dire que le Conseil de développement reçoit Pascal Brice le lundi 17 juin sur cette question des politiques d'asile. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Sur les deux autres questions, il s'agissait du logement. Du logement. Maintenant, la question, on est finalement sur le logement d'abord, à la fois sur un plan quantitatif et puis sur un plan de ce que repose sur la société inclusive. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des ghettos. Ok. On prend une autre question tout de suite, alors on garde celle-là.
Allez-y. Oui, merci. Moi, je vais avoir une question transversale qui va aussi bien concerner l'aspect santé, l'aspect logement, parce qu'il y aura un impact urbain. Donc, Joël Sauvaget, président du COSETA, collectif des citoyens exposés au trafic aérien. J'ai déjà rencontré Madame la Présidente il y a 15 jours pour évoquer ce sujet, et je suis toujours surpris que ce sujet ne soit pas abordé avec... il y a eu depuis une semaine le lancement de la concertation pour le raménagement de Nantes Atlantique, qui va... Alors, je sais bien que la Présidente, comme beaucoup de corps intermédiaires, sont les deuxièmes victimes après nous sur ce délit de démocratie, parce qu'encore une fois, effectivement, c'est l'État qui porte ce projet. Mais encore faut-il que d'informer et de dire aux citoyens de participer à cette concertation, parce qu'il y a quand même des enjeux majeurs pour les 50 ans à venir. Il va y avoir un impact direct sur le centre-ville de Nantes. Est-ce que Nantes Métropole va accepter que Saint-Émilion-de-Grandlieu soit éradiqué de Nantes Métropole, que Bougnay soit partiellement aussi, on va avoir un Bougnay-les-Couettes qui va devenir un Goussainville. Donc, moi j'aimerais vous entendre encore une fois sur cette problématique qui va être déterminante pour les décennies à venir. Vous voulez répondre sur le logement? Je vais répondre sur les deux, naturellement. Si je vais prendre en ordre sur la question du logement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Nos objectifs, ils sont tenus, c'est 6 000 logements par an, 2 000 logements sociaux, je parle à l'échelle de la métropole. Et puis au début du mandat, j'avais dit qu'on monte un cran sur le logement abordable. Parce que j'avais fait le constat qu'on avait un manque sur ce qu'on appelle classiquement les familles de la classe moyenne. J'aime moyennement ce vocable parce que derrière, en fait, il y a une vraie diversité, mais quand même. Pour le dire rapidement, les familles qui ne sont pas éligibles au logement social et pour autant qui n'ont pas les moyens pour accéder au logement libre. Donc notre cap, il est très clair et il est tenu de ce point de vue-là. La deuxième, sur cette entrée davantage du logement d'abord et comment le logement fait inclusion, c'est la question de la répartition aussi des logements et de la diversité des logements. Je vais vous donner un exemple. Je me suis battue avec l'Agence nationale de renouvellement urbain. Vous savez peut-être qu'on a 4 grands projets politiques de la ville. Bellevue, Nantes-Nord, Bautières, Dervallières. On a obtenu l'enveloppe nationale la plus forte. J'ai été personnellement défendre nos projets auprès de l'enveloppe. Mais je me suis battue avec eux sur un sujet sur lequel j'étais en désaccord, c'était sur le projet de Bellevue. À Bellevue, on va faire des réhabilitations, mais on va aussi faire de la démolition. Parce que moi qui suis profondément attachée à nos quartiers populaires, je dis que dans les quartiers populaires, il faut du logement social, mais il faut aussi du logement abordable, mais il faut aussi du logement libre. Parce que si on ne fait pas la diversité de logement, eh bien, il ne faudra pas s'étonner qu'on n'ait pas de la diversité ensuite dans nos écoles. Le sujet n'est pas qu'une question de sectorisation et de carte scolaire, c'est d'abord dans le domaine de logement. Et quand à Bellevue, on a annoncé qu'on voulait démolir, sanitaire et tout, l'ANRU nous a dit « Ah oui, mais vous devez reconstruire ». On a dit « Oui, on va reconstruire, on ne va pas reconstruire à Bellevue. Parce que nous, on a une logique métropolitaine, parce que nous, on pense les choses à l'échelle de la métropole. Et que si on veut améliorer le parcours résidentiel, qu'on habite à Saint-Jean-de-L'Oiseau, qu'on habite à Bellevue, qu'on habite dans le centre-ville, on doit penser les choses à l'échelle métropolitaine. Donc je crois que cette question, avec ce regard de l'inclusion, c'est vraiment dans cette logique de parcours, en tout cas, qu'on essaie de la penser. Sur le réaménagement de l'aéroport, je vais redire de plus, puisqu'on s'est vu, vous l'avez dit, il y a une quinzaine de jours, sur ce sujet qui, je vous l'ai dit, je le redis, m'a personnellement mis en colère. Je l'avais dit clairement, ma position sur l'aéroport a toujours été connue, j'étais favorable au transfert. Je le dis parce que dans la période actuelle, quand on me dit parfois vous préférez ça ou ça, j'ai parfois envie de répondre. Je vous rappelle que si on était favorable au transfert, c'est bien parce que nous considérions que c'était la meilleure option. Et que sur ce sujet, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités et se rappeler d'où vient l'histoire. Alors on ne va pas ici refaire tout le débat, mais l'État avait un projet, il a fait le choix d'abandonner ce projet, et aujourd'hui il fait le choix de nous dire qu'il veut réaménager Nantes Atlantique. Je crois qu'on doit ensemble tirer les leçons de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et moi j'ai eu 2 temps dans ma réaction. Le premier, ça a été de dire très fortement ce que j'en pensais. J'ai utilisé des mots forts. J'ai dit qu'il y avait une trahison du Grand Ouest et j'ai dit qu'il y avait un déni de démocratie. Je crois qu'on peut difficilement faire plus fort. Et puis ensuite, j'ai aussi dit que le territoire devait rebondir. Que l'intérêt du territoire, ce n'était pas de refaire le match pendant les 40 prochaines années.
Donc je crois que ce qui est indispensable au moment où on est, et vous l'avez parfaitement rappelé, au moment où cette question d'enquête publique, du débat va s'ouvrir, c'est la transparence totale. Moi, je me bats pour que sur toutes les facettes de ce sujet, nuisance sonore, santé, développement économique, emploi, environnement, que les citoyens aient la connaissance et la transmission de toutes les données qui concernent ce sujet. Ça me paraît absolument indispensable parce que si on veut un débat de la meilleure qualité possible, il faut que tout soit mis sur la table. Il ne peut pas y avoir un scénario plus mis sur la table qu'un autre. Tout doit être posé en transparence pour que chacun puisse se faire sa propre opinion sur le sujet. J'ajoute un deuxième élément. Le territoire ne peut pas se retrouver l'otage de discussions compliquées entre l'État et le concessionnaire. Ce n'est pas possible. Moi, ce n'est pas mon problème de savoir si c'est l'État ou Vinci qui doit payer les parkings. Ce que je sais, c'est que ça ne pourra pas durer éternellement comme c'est aujourd'hui. Et qu'à un moment, il faut que des positions soient prises. Donc moi, en tant que présidente de la métropole, je n'accepterai pas que les complexités entre le concessionnaire et l'État viennent bloquer le territoire. Ensuite, la troisième chose, c'est les discussions que nous avons effectivement avec les maires de la métropole, avec Martine Lejeune, avec Jean-Claude Lemasson, avec Gérard Allard. Parce que, évidemment, que comme maire, notre principale préoccupation, notre première préoccupation, c'est la protection des populations. C'est la raison pour laquelle j'insiste autant sur la transparence. Les citoyens doivent savoir, dans chacune des hypothèses, ce qu'il va se passer demain. Donc moi j'invite le plus grand nombre à se mobiliser, à s'exprimer, à donner à voir de son point de vue, à dire pourquoi dans une grande ville, dans une grande métropole, le développement économique c'est important, ces voix doivent s'exprimer, à dire pourquoi eh bien, un survol quotidien pose des questions du point de vue sonore. J'ai rencontré le collectif qui travaille sur les sujets de santé, sur ces sujets. Je crois vraiment que c'est indispensable que le territoire puisse s'exprimer. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que la vérité, et je suis sûre que vous l'entendez comme moi, c'est que nombre d'acteurs disent est-ce que cette fois ça vaut encore la peine d'y aller? Est-ce que cette fois, quelles que soient les opinions et les convictions des uns et des autres, notre parole sera respectée? Alors dans votre conseil qui a beaucoup parlé, des conditions réunies pour un débat démocratique et collectif de qualité, je crois. Certains ont écrit quelques ouvrages récemment, qu'il y aurait toute une histoire à raconter ou à re-raconter. Ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas de transparence, il ne peut pas y avoir qualité du débat démocratique. Oui, question. Bonsoir, Françoise Belport, conseiller développement, c'est plus un témoignage. Je ne peux pas ne pas parler du débat sur la longévité qui a eu lieu, pour son excellence et sa pertinence, franchement, avec des conférenciers, les gens sont venus de toute la France. Je vous avoue que j'y allais reculant, vu la thématique, effectivement, ça pouvait être tombant, mais j'avais envie de savoir. Et c'est extraordinaire la vision qui s'est dégagée de cette conférence, enfin de ces conférences. À savoir que même on peut être surpris de certains chiffres, enfin, quand on sait que c'est seulement 17% des plus de 80 ans qui sont en EHPAD, les chiffres actuellement, bien sûr, ça peut évoluer. Bon, c'est sûr qu'on a tous été visiter quelqu'un en EHPAD, c'est pas drôle, mais quand on entend toutes les réflexions, toutes les solutions qui sont en élaboration, c'est vraiment extraordinaire, ça donne une autre vision de la vieillesse. Et surtout, le message de plus pertinent, c'est pour ça que je prends la parole là, qui rejoint ce dont on est en train de parler, c'est qu'il est clair que si on règle, enfin si on améliore les problèmes, que ce soit de l'emploi, de la santé, de l'alimentation, de la mobilité, toutes ces choses sur lesquelles on travaille, c'est évident que ça a un impact énorme sur la vieillesse, sur la longévité. Le problème, c'est pas le problème de la vieillesse, c'est le problème de comment on vit maintenant et comment on la prépare en fait. Et pour moi, ça a été vraiment très révolutionnaire. Donc je tenais à en faire part. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelques questions?
Oui. Bonjour, je m'appelle Arthur Le Bihan, je suis étudiant à Sciences Po Rennes. Durant la présentation sur le PowerPoint, il y a quelque chose qui m'a interloqué, c'est qu'on a parlé de sécurité et surtout besoin de sécurité surtout pour les filles. Donc déjà, je ne sais pas si on pouvait repréciser pourquoi ce besoin différencié en fonction du sexe. Et je voulais savoir si, autre sujet, à l'échelle métropolitaine, il y avait une politique de sécurité qui cohérente ou qui tendait à émerger. Voilà. Je vais peut-être répondre rapidement sur ce que vous avez évoqué, à savoir que effectivement parmi les groupes de jeunes qui sont en service civique et dans le cadre de l'association Unicité, nous les réunissons par groupe de 7 ou 8. Mais on ne cherche pas à avoir de parité, c'est-à-dire qu'on a un jour on peut avoir plus de filles ou plus de garçons. Ce qui est sûr, c'est que cette question de la sécurité, elle est venue très régulièrement, particulièrement cette année, exprimée aussi bien par les garçons d'ailleurs que par les filles. Alors, même si on a pointé que effectivement un certain nombre de jeunes filles nous ont dit « moi il y a des rues de Nantes où je ne veux plus passer le soir pour des questions de sécurité ». Voilà, je crois que c'est un problème un peu plus global de sécurité, même si ça a peut-être été exprimé un peu plus fortement par les jeunes filles. Alors, on prend une autre question, puis Madame la Présidente reviendra sur ce sujet qui est plutôt dans le tête que les métropolitains. Oui, bonjour Madame la Présidente. Amaury Dufour, volontaire en service civique justement à Unicité, programme déconnecté en partenariat avec le département de Loire-Atlantique. Je rebondis justement, heureusement, sur la question de sécurité des femmes. Je sors beaucoup, en fait, avec beaucoup d'amis jeunes, on sort beaucoup, on profite justement de la dynamique nantaise et de la métropole. Et il y a beaucoup de retours qui sont faits sur justement ce manque de sécurité, et ça passe notamment par aussi le manque de transport. On a beaucoup débattu quand j'ai assisté au Conseil de développement, et il y a une idée qui est ressortie et qui est partagée par beaucoup de jeunes, c'est d'assurer un minimum de transport la nuit, comme les cars lilas, mais que ce soit plutôt sur le réseau de tramway en fait. On s'était dit que ce serait quelque chose qui pourrait se faire, je ne sais pas, vu que quand même la TAN dépend de la métropole, qui est une régularité sur les transports, que ce soit un passage par heure, que ce soit quelque chose qui soit communiqué, et que tout le monde soit au courant, mais que ce soit pas uniquement pour les jeunes, même pour toutes les personnes qui travaillent justement dans des établissements qui sont ouverts tard, ou pour toutes les personnes qui puissent travailler dans la sécurité. Donc j'aimerais savoir justement si c'était possible que ce soit quelque chose mis en place, parce qu'on parlait en introduction, attendez, je retrouve ma feuille, de changer la vie quotidienne des habitants, et je pense que ça pourrait être aussi passé par là. Alors, question sur la sécurité, parce que les deux intervenants étaient sur ce sujet. Question sur la sécurité à l'échelle de la métropole. Est-ce qu'il y a une politique de sécurité à l'échelle de la métropole? Non. Par contre, il y a eu une avancée dans ce mandat, là aussi. D'abord, la question de la sécurité, c'est d'abord une compétence de l'État. Je le redis parce que là aussi, si on veut pouvoir avancer sur ces sujets, c'est important d'identifier clairement là où sont les leviers. La lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre le trafic d'armes, c'est et ça restera la compétence de l'État. Vous l'habitez à Carquefou, à La Chapelle-sur-Inde, à Bougnay ou à Nantes, c'est jamais le maire qui pourra demander à ses équipes de travailler sur le trafic de drogue, par exemple, parce que c'est des métiers spécifiques, c'est des compétences spécifiques. C'est la raison pour laquelle, pour la ville de Nantes, moi je m'étais fortement mobilisée pour dire à l'État qu'on avait besoin de moyens supplémentaires sur ce sujet. La deuxième chose, c'est que cette question, elle n'est évidemment pas spécifique à la métropole nantaise. Je le dis ce soir, je n'avais pas prévu de le dire, mais puisque la question vient, j'ai pris l'initiative avec Jean-Luc Moudin. Alors là, je suis ma directrice de cabinet qui va s'inquiéter parce que je crois que tout n'est pas encore validé, mais c'est pas grave. On va faire comme si tout l'était par nos homologues. Avec Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse, on a pris l'initiative tous les deux de proposer aux autres maires de grandes villes, donc vous voyez, ça fait une diversité de sensibilités politiques, en l'occurrence, là, c'est pas le sujet, de pouvoir avoir une interpellation commune en direction des services de l'État. Parce que dans toutes les grandes villes, aujourd'hui, on est confronté aux mêmes difficultés. Donc ne soyez pas surpris si demain, après-demain ou la semaine prochaine, vous voyez une tribune conjointe à l'initiative et celle de Jean-Luc Moudin qui réunit tous les maires de grandes villes
sur ce sujet. Ce sera la suite de ce que je vous dis là, parce que cette question, effectivement, interpelle partout dans le pays. Ensuite, dans ce mandat, on a fait le choix de mutualiser les questions de vidéoprotection de caméras. Vous savez peut-être, sur la ville de Nantes, historiquement, il n'y avait pas de caméra, il y avait un principe posé. Moi, sur ces sujets, je suis plutôt pragmatique. Je pense que c'est d'abord l'éducation, toujours, d'abord la prévention, mais ensuite, quand c'est nécessaire, aussi la sanction, la fermeté et les moyens techniques, comme ça peut aider. Donc on a fait le choix sur la ville de Nantes d'installer des caméras, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des gens derrière les caméras. Je le dis, mais ça change tout, parce qu'il y a des villes qui font de la com, qui mettent des caméras, si vous n'avez personne derrière à les regarder, ça ne sert absolument à rien. Donc ça, on l'a pensé, on l'a proposé à l'échelle métropolitaine, sur le principe du volontariat. C'est-à-dire qu'on a monté ce qu'on a appelé un centre de supervision urbain. On a dit aux communes de la métropole, celles qui sont intéressées, eh bien, mutualisons nos moyens sur ce sujet pour avoir un centre de supervision unique. Là aussi, par contre, je ne pense pas que demain on puisse aller vers une politique unique de sécurité à l'échelle de la métropole. Pourquoi? D'abord parce que je l'ai dit, la sécurité c'est d'abord une compétence de l'État, et ensuite parce qu'il y a des situations très difficiles selon les communes, très différentes. Il y a des communes aujourd'hui sur la métropole où il n'y a pas du tout de police municipale par exemple. C'est un choix du maire de la ville depuis très longtemps. Donc forcément, il y a des situations très différentes, mais vous voyez, ça ne va pas empêcher d'avancer sur des mutualisations quand ça nous permet d'être plus efficaces. Je fais juste une remarque sur la question genrée. Est-ce que la question de la sécurité concerne que les femmes et les jeunes femmes? Je ne crois pas que la question de la sécurité concerne que les femmes et les jeunes femmes. Je crois d'abord que le droit à la sécurité, c'est un droit pour tout le monde, que ce soit un homme, une femme, quel que soit le quartier où on habite, quelle que soit la ville où on habite. Mais ce qui est certain, par contre, c'est que dans les retours qu'on a des citoyens, et on doit y être attentif, l'expérience genrée de l'espace public, ça compte. C'est-à-dire que le retour qu'on a des hommes et des femmes sur certains espaces publics n'est pas le même, selon que le retour vienne d'hommes ou vienne de femmes. C'est aussi pour cette raison, alors pas que la nuit, là, qu'on a initié dans ce mandat à l'échelle de la ville de Nantes, avec l'espace Simone de Beauvoir d'ailleurs, ce qu'on avait appelé des expéditions urbaines, c'est-à-dire qu'on a fait des déambulations sur l'espace public, et là aussi on avait beaucoup de jeunes. Moi je remarque qu'on a beaucoup plus de jeunes quand on fait des choses par exemple comme ça un peu plus innovantes que certaines de nos réunions traditionnelles. Ça veut dire qu'on doit aussi réfléchir et être capable d'avoir cette imagination-là. Et à partir de ces expéditions urbaines, on a identifié concrètement sur l'espace public qu'est-ce qui pourrait être envisagé de manière différente pour contribuer à la sécurité. Le dernier élément, parce que ça participe de ces réponses collectives, c'est un travail qu'on a mené dans le cadre de la ville la nuit, où certains responsables de bars ont accepté d'être des formes de bars ou de cafés citoyens. Ça veut dire que si à un moment donné vous sortez et vous êtes en difficulté, eh bien vous pouvez aller dans ce bar et pouvoir dire discrètement au barman, en gros, que vous avez une difficulté parce que quelqu'un vous suit, parce que vous n'êtes pas rassuré, etc. Ce qui crée aussi ce mécanisme, j'allais dire, d'une forme de solidarité collective, même si évidemment on préférerait tous ne pas avoir besoin d'être dans ce type de situation, donc on essaie de travailler sur les deux temporalités. Et puis sur la question du transport, alors là aussi dans le cadre de la démarche de la ville la nuit, qui est vraiment une démarche dialoguée, je rappelle l'historique, 2014, élection des maires de nuit au moment de la campagne municipale. Moi j'assume de dire qu'il y a des idées, c'est les responsables qui les ont, puis il y a des idées, elles viennent des citoyens, quand elles sont bonnes, il faut les prendre. Et celle-là, elle ne venait pas de nous, elle ne venait pas de l'équipe municipale, elle est née dans la tête de citoyens qui avaient organisé cette démarche de la ville la nuit. À la suite de ça, quand j'ai été élue, j'ai proposé pour la première fois qu'il y ait une délégation à la nuit. C'est Benjamin Maudeville dans mon équipe qui est en charge de ce sujet. Et puis les services de l'administration se sont organisés pour proposer une démarche transversale. Et le grand défi, c'était comment, comme souvent dans ces cas-là, on n'a pas un tête-à-tête exclusif entre des riverains qui veulent dormir et des responsables de bar qui voudraient faire tourner leur activité économique. Et quand on s'est mis à travailler, on s'est rendu compte que le sujet est en fait beaucoup plus large que ça. Il y avait des questions de santé, il y avait des questions économiques. Un emploi sur 5 à Nantes est lié de près ou de loin à la question de la nuit. Ce travail d'analyse préalable, il est aussi essentiel pour trouver les bonnes réponses. Et puis c'est à la suite de ça que sur la question du transport, on a fait progresser deux choses. La première, c'est que avant il n'y avait pas de desserte tard des trams le jeudi soir. C'est ce qu'on a appelé les trams joker. Donc on a augmenté l'amplitude le jeudi soir et puis on a revu le parcours de Luciole. Et j'entends dans ce que vous dites qu'on n'est pas au bout du travail. Ça tombe bien, on est prêt à continuer à travailler. Alors, encore une question.
Richard Marty. Oui, Richard Marty, donc je suis président du conseil de développement de Pornicallo, de Pays de Ré, et puis membre du conseil de développement. Alors, je suis un peu binational. Et je vais vous parler de l'attractivité du territoire et de mobilité. Alors, l'attractivité du territoire de Nantes Métro est indéniable, c'était des chiffres tout à fait magnifiques, et figurez-vous que l'attractivité périphérique des zones comme Pornic, et puis on peut parler de La Baule également, est non moins considérable. Un des problèmes que nous rencontrons, et je voudrais avoir votre point de vue, Madame la Présidente, sur les relations et les aides que vous pouvez apporter à nos voisins, c'est de travailler sur l'embolie extraordinaire, notamment de la route de Pornic, les jours de beau temps, évidemment, et aussi de jours de congé. Et je peux vous dire que le rêve de chacun ce week-end dernier eût été de pouvoir enfin respecter les 80 km/h, même si tout le monde est discuté. Là, c'était arrêt complet. Donc, pas de train, ou très peu de train, et puis surtout pas de vélo aussi, parce que c'est plat hein, de Pornic à Nantes. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, avec l'aide de Nantes Métro, développer des pistes cyclables qui permettraient de désembaucher le week-end cette satanée route? Merci de votre réflexion. Pour prendre les compétences départementales, je crois que derrière cette question des mobilités, enfin, ça rejoint vraiment ce que je commençais à évoquer tout à l'heure sur cette idée de l'alliance des territoires. Quand, avec le Pays de Ré, on a voulu signer cette idée d'un contrat de réciprocité. C'est la première fois dans l'histoire de la métropole, c'est assez nouveau comme approche. D'ailleurs, j'ai eu des réactions, hein, y compris de certains maires qui m'ont dit on ferait peut-être pas mieux d'abord de s'occuper de l'intérieur de la métropole avant de s'occuper de la réciprocité avec nos voisins. Donc, je le dis, ça veut dire que là aussi, il y a des mentalités à faire bouger. J'ai pris cette initiative absolument convaincue qu'il y a des sujets gagnants-gagnants à penser entre les territoires. Et c'est pas le hasard si on avait choisi deux sujets, alimentation, j'en ai dit un mot, et mobilité. Mobilité, c'est sans doute une des questions où les interactions gagnant-gagnant sont les plus visibles. Un des sujets de la métropole nantaise, c'est la congestion. Évidemment. Vous croisez pas de Nantais qui vous parle des bouchons, c'est que vous n'habitez pas à Nantes. Il faut le dire clairement, quand dans toutes les métropoles de ce pays, il n'y a pas une métropole aujourd'hui qui échappe à cette question. Et quand vous habitez dans le Pays de Ré, la question du temps de travail sur le temps de domicile est aussi un sujet. Concrètement, les réponses peuvent passer par quoi, une fois qu'on a signé la théorie du contrat de réciprocité? Eh bien, je prends deux pistes de travail qui ne sont pas des pistes théoriques, hein, qui sont à l'étude, qui vont sortir, qui vont donner des résultats. La première, c'est à quel endroit on met des P+R. Jusqu'à présent, les parkings relais, ils étaient à l'intérieur de la métropole. Moi, je crois que demain, un certain nombre de P+R devront sortir de la métropole. Parce qu'une des questions d'avenir, c'est quel endroit doit être celui de la jonction entre la voiture automobile et les transports en commun. Et on ne peut pas demander à quelqu'un qui habite en hypercentre de Nantes d'avoir le même rapport à la mobilité que quelqu'un qui habite dans la 3e couronne de la métropole. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Par contre, je pense qu'on a la responsabilité aujourd'hui de travailler ensemble sur ces sujets. La route de Pornic, c'est un des lieux qu'on a identifié, par exemple, pour réfléchir à la montée en puissance du covoiturage. Pour quelles raisons? La première, qui est une question de principe. On évoquait tout à l'heure les sujets de fragmentation. Et je racontais cette discussion entre un chef d'entreprise qui me disait arrêtez avec vos trucs de bobo et de trottinette, et l'autre qui me disait vous n'allez pas assez loin sur ces sujets-là, l'avenir est à la transition écologique, on doit pousser encore plus tous les déplacements alternatifs. Moi, si le covoiturage m'intéresse, d'un point de vue stratégique, c'est parce que je crois qu'il parle à tout le monde. Il parle aussi bien à ceux qui sont extrêmement engagés sur les sujets écologiques, qui veulent changer de mode de mobilité pour cette raison, parce qu'il y en a, ils existent dans la société, et heureusement. Mais il parle aussi à ceux dont la grille de lecture, c'est combien de temps je vais mettre pour arriver à l'endroit où je veux aller, et combien ça va me coûter. Donc si le covoiturage nous intéresse, et si on va le développer, c'est parce qu'il fait partie de ces chemins qui fédèrent, de cette capacité à dépasser les fragmentations de la société.
Puis la deuxième raison, c'est pour une question très pragmatique, on s'est fixé un objectif, hein, c'est de passer d'aujourd'hui d'une voiture sur 4 partagées à demain, horizon 2027, une voiture sur 2, et on sait que du point de vue de la fluidité, ça aura un impact important. On va avoir une actualité importante cette année, là, pour le coup, à l'échelle de la métropole nantaise, c'est qu'on va travailler avec la CEMITAN pour que demain, si vous êtes volontaire pour covoiturer quelqu'un, covoiturer des personnes, vous vous voyez rembourser l'équivalent de votre prix de ticket de tramway. On a calculé pour quelqu'un qui a 10 km entre l'endroit où il habite et l'endroit où il travaille, ça fera potentiellement une économie par mois de 40 €. Moi, je crois qu'on ne peut pas opposer les questions sociales et les questions écologiques. Je crois qu'on doit avancer sur les sujets écologiques, mais que pour ça, ça doit être positif dans la vie de tous les jours pour les gens. Et ça, c'est une réponse, pas la réponse unique, c'est toujours la conjonction des réponses, qui doit nous permettre de penser autrement le lien entre la métropole et les territoires, comme le joli territoire de Pornic. Je voudrais donner un deuxième exemple, qui est celui de la santé, puisqu'on en a parlé ce soir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est fait dans le cadre de ce qu'on appelle le groupement hospitalier de territoire. Alors, ça fait très usine à gaz, dit comme ça, et franchement, il y a des territoires en France où c'est que des usines à gaz, il n'y a rien à l'intérieur. Mais sincèrement, je pense que sur notre territoire, y compris parce qu'il y a une équipe qui s'est beaucoup mobilisée, ça a donné des résultats très intéressants. Les élus d'Ancenis le disent aujourd'hui, moi je les ai entendus le dire au sein du GHT. Si une maternité a été maintenue à Ancenis, c'est parce qu'il y a des praticiens du CHU de Nantes qui ont donné une partie de leur quotité de travail à la maternité d'Ancenis. Quand aujourd'hui le sujet en France des maternités est aussi prégnant, eh bien voilà un exemple d'une coopération horizontale. Ils ne se sont pas demandé qui était le chef de qui. Est-ce que c'était Nantes qui était le chef d'Ancenis? Ils se sont dit, on a un intérêt conjoint. Pourquoi un intérêt conjoint? Pour Ancenis, c'est évident, c'est le maintien de la maternité. Mais pour ceux du CHU de Nantes qui l'ont fait, il y a aussi un enjeu. C'est la capacité à attirer des jeunes. Et la capacité à proposer des parcours professionnels à des jeunes et à ce que ça fasse partie pour eux d'une évolution, eh bien ça les a intéressés également. Donc moi je crois beaucoup à ces logiques de coopération par projet. Merci, je pense qu'on va arrêter notre échange, en tout cas dans cette forme-là. On pourra continuer autour du pot amical. Il y a encore une dernière question, Bruno? Alors, rapidement. Bruno D, Conseil de développement. Madame la Présidente, je vais vous poser une question un peu abrupte pour conclure, concernant vos moyens d'agir. Vous avez dit la sécurité, c'est l'État. L'hôpital, c'est l'État, le périphérique, c'est l'État, l'aéroport, c'est l'État. Est-ce que vous vous sentez libre de vos mouvements avec cette prégnance de l'État? La sécurité, c'est l'État pour le trafic de drogue, le trafic d'armes et la grande délinquance. Si je considérais que la sécurité, c'était que l'État, j'aurais gagné 3,6 millions en termes d'investissement pour Nantes en matière de sécurité dans ce mandat et 1,8 million en termes de fonctionnement. J'aurais pas fait le choix d'augmenter de 20% l'effectif de la police municipale, j'aurais pas fait le choix d'ouvrir la maison de la tranquillité publique et j'aurais pas rompu avec un tabou nantais qui était celui de la vidéoprotection en installant 97 caméras 24 heures sur 24. Donc mon sujet, c'est simplement chacun son rôle, chacun son responsabilité, chacun son job. La police municipale, c'est pas la police nationale, mais il y a besoin de travailler ensemble sur ce sujet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand il y a eu un changement de préfet, puisque parfois les changements de préfet sont l'occasion de reposer les choses, je l'ai sollicité pour une réunion restreinte sur la sécurité qui se tient maintenant chaque trimestre, où je suis personnellement avec le préfet et le procureur, parce que je crois que sur des sujets aussi importants, il doit y avoir une impulsion au plus haut niveau qui soit donnée pour permettre justement la qualité de ce partenariat. Le CHU, oui, c'est un projet de l'État. Oui, c'est un projet de santé publique. Et oui, la métropole est totalement mobilisée sur ce projet dans son rôle. D'abord en ayant préparé les terrains qui sont nécessaires pour l'arrivée du CHU. Ensuite, en travaillant à l'accessibilité du CHU. J'en profite pour le dire, puisque c'est un sujet qui revient souvent et que je crois qu'il y a besoin de continuer à rassurer, parce que je crois que les interpellations citoyennes ont fait progresser le projet du CHU, notamment sur le volet de l'accessibilité. Quand aujourd'hui on sait deux choses, que demain il y aura 1200 places de parking
sous l'hôpital, parce que ça fait partie du cahier des charges, et qu'au total, il y aura 1000 places de stationnement en plus, je crois vraiment que les interpellations citoyennes ont fait progresser la qualité du projet. Et puis c'est un projet soutenu par la métropole, parce que je rappelle que notre sujet à nous, c'est le U du CHU, Centre Hospitalier Universitaire, et que l'enjeu, c'est d'avoir à côté la faculté de médecine, les laboratoires et le CHU. Donc oui, là où elle est, la métropole est totalement partie prenante de ce projet, et puis elle est dans la responsabilité qui est la sienne. Je le dis quand même parce que l'autre jour j'étais sur FBLO et puis un monsieur m'appelle et il était herblinois. Il me dit, moi j'habite à Saint-Herblain, franchement si c'était à la ENEC ce serait mieux. Je comprends parfaitement ce monsieur. Mais moi ma responsabilité de présidente de métropole c'est toujours de rechercher l'intérêt général. Toujours. Et donc quand on regarde la question de la localisation, on regarde aussi l'équilibre, quel que soit l'endroit où on vient à la métropole. Donc sur ces sujets, chacun fait sa part. Et effectivement, je crois que c'est une bonne nouvelle pour le territoire, que ce soit le projet national sur lequel l'État va investir le plus en termes de santé, mais s'il n'y avait pas la mobilisation de l'ensemble des acteurs, je crois qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est, à savoir une situation où il me semble que désormais ce projet est très bien engagé. Merci, je crois qu'on peut... Et puis j'ajoute une dernière chose, puisque vous m'avez tendu une perche. Je vais prendre un contre-exemple où les ratios financiers sont inversés. J'ai évoqué tout à l'heure la politique de la ville, et ceux qui me connaissent savent que la question des quartiers populaires est une question qui me tient très à cœur. Globalement, sur ces grands projets, Bellevue, Nantes-Nord, Vervallière, La Botière, c'est 50 millions d'euros qui vont être mobilisés sur 15 ans. Je vous rassure, c'est pas... Et pas simplement dans les bâtiments. On y parle sécurité, on y parle maison de santé, on y parle transition écologique, on y parle centre d'affaires. Et bien sur ces 500 millions, c'est 2 tiers qui va être mis par le territoire. Et quand je dis 2 tiers, c'est ville, métropole et les bailleurs sociaux qui sont nos partenaires dans cette aventure. Donc non, je trouve que dans notre métropole, on a plutôt beaucoup moins d'agir. Merci, on peut applaudir madame.